Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir avec moi un laser XXL, le Mecpo X5 Pro de 30 watts de puissance. Et quand je dis XXL, je ne parle pas de sa puissance, qui est quand même assez conséquente avec 30 watts, mais bien de la taille de la machine. Habituellement, les lasers ont des dimensions utiles de 40 par 40 cm, parfois 45 par 45. La Mecpo X5 Pro propose pas moins de 60 par 60 cm. Et attention, ce ne sont pas les dimensions de la machine. Je parle de la surface de travail la plus grande que j'ai vue. Donc on va voir ça tout de suite après le déballage et le montage. Bon, pour vous faire une petite idée, à titre de comparaison, ça c'est l'emballage d'une machine classique de capacité 40 cm de côté. Et celle-ci, 60. C'est même tellement grand que c'est compliqué à cadrer. D'ailleurs, regardez, l'établi, il fait 80 cm de large. Et la boîte dépasse. Alors, on a là un échantillon qui paraît tout petit, pourtant il est au format pas A4, un petit peu moins. Ouh, il y a du matos. Alors, on a un tout petit manuel. L'énorme tête de laser de 30 watts. J'ai des grandes mains, ça vous donne une idée. La pompe à air, indispensable. C'est pas une option, ça. Les lunettes. Quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Si, c'est des échantillons, je suppose. Allumé port USB. Les pieds. Elle a des grands pieds, la bestiole. Il y en a 4, évidemment. De la quincaillerie. Un tournevis. Un écouvillon. Les courroies. Alors là, on n'est pas dans le modèle tout monté. Alors, des éléments du châssis. 1, 2, 3, 4. 4 côtés. La partie électronique qui est directement reliée à l'axe mobile, qui est gigantesque. Et là, on peut déjà noter un rail de précision. Je ne sais plus quel est le nom du rail. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, alors si on s'en ramène purement à la partie mécanique, c'est-à-dire cette partie-là, j'ai laissé de côté la pompe à air, l'alimentation, les lunettes, les outils, etc. Juste donc le cadre, les vis, les courroies. Ça revient à ça. Et là, on se rend compte déjà que vous voyez cette petite pièce-là, mine de rien, c'est la plus petite pièce du châssis. Et il y a une règle dessus, et cette règle, elle va non pas jusqu'à 60 cm, mais 65 cm. Donc ça promet. Alors comme d'habitude, je vais lire en off le manuel avant de faire le montage et de vous le détailler, vous montrer les points marquants. Mais première chose, déjà, ce manuel, il est en 6 langues, dont le français, pour tout le montage et pour l'utilisation. C'est une première, je crois. Bon, la première chose à faire, c'est de faire l'inventaire des pièces, et j'ai drôlement bien fait de le faire, parce qu'en fait, normalement, d'après le manuel, je devrais avoir des vis M5 par 40, M5 par 30, M5 par 25, M5 par 8, très bien, et des rondelles. J'en ai, mais c'est pas la bonne taille. Les M5 par 40, j'ai le compte. Les M5 par 30, j'en ai pas. J'ai des 25 à la place. Les 25, le nombre nécessaire, il est là. Ça, c'est les M15. Et ça, c'est bien des M8. On va voir du coup si c'est le manuel qui comprend une erreur ou si les vis fournies ne sont pas les bonnes. Quoi qu'il en soit, je vous invite toujours à faire cet inventaire avant de commencer, parce que c'est pas au moment où vous allez avoir besoin de la 7e vis que vous allez vous rendre compte qu'il en manque une. D'autant plus qu'elles sont toutes livrées dans le même sachet. Et en plus de ça, normalement, il y a un deuxième sachet nommé spare parts, c'est-à-dire pièces de rechange. Et en fait, pour avoir le compte exact, en tout cas celui qui correspond au manuel de vis, par catégorie, et je ne parle pas par taille, donc 4 groupes comme ça, avec 4 ici, 13 ici, 5 ici, et je ne sais plus combien ici, et ben j'ai dû vider les 2 sachets, donc il n'y a pas de pièces de rechange en fait. Mais bon, ça c'est pas grave, ce laser c'est une pré-série, il va sortir à peu près au moment où vous allez voir la vidéo, donc c'est peut-être normal qu'il y ait des erreurs dans l'emballage, et tout ça je vais le remonter au constructeur. Quoi qu'il en soit, la première étape, ça va être de monter les deux côtés et l'avant de la machine. Du côté droit, on n'a aucune impression sur le montant, donc il est facile à reconnaître. Sur l'avant, on a la règle qui monte jusqu'à 650 mm. Et côté gauche, on a une règle aussi qui commence évidemment à 0 et qui va jusqu'à 720 mm. C'est quand même pas rien. Pour assembler tout ça, d'après la notice, il me faut 4 vis M5 par 30. Des vis M5 par 30, je suis censé en avoir 9. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, ça, ce sont des vis M5 par 25. Donc, je vais en prendre 4.
et je vais monter avec ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le tournevis est fourni, mais moi je ne vais pas m'en servir, je vais utiliser une visseuse. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a tendance à visser ces vis en acier dans de l'aluminium trop fort et très facilement on peut foirer les filetages. Et l'intérêt de la visseuse, c'est qu'on a un limiteur de couple. Donc dès que l'effort devient trop important, la machine arrête de visser. Donc contrairement à ce qu'on croit, une visseuse, c'est plus sûr qu'un tournevis. Alors on met d'abord les vis dans ces trous-là. Et ensuite, ici, c'est très simple. Alors d'abord, je les monte sans les serrer. Ça va me permettre de positionner les pièces. Puis ensuite, je vérifie que mes pièces sont bien positionnées. Je visse. Et je vérifie qu'on est d'équerre. Impec. L'étape suivante, elle consiste à monter l'axe des X qui se trouve ici sur le châssis. Alors évidemment, il y a un sens. Donc le support du laser, il se trouve devant. L'avant, je vous rappelle qu'il est ici. Et tout simplement, je vais mettre ces deux galets dessus et dessous le châssis. Comme ça. Voilà, tout simplement. Et maintenant, je vais refermer mon châssis en mettant la pièce arrière ici. Voilà, maintenant, je vais retourner la machine pour vous montrer. Et maintenant, je vais monter l'arrière du châssis, ici. Et encore une fois, l'équerrage est impeccable. Alors maintenant, bien sûr, il faut des pieds à la machine. Ça tombe bien, ils sont fournis. Alors attention, il y a un sens. Vous voyez, il y a un petit trou rectangulaire ici. C'est par là que va passer la courroie de l'axe des Y. Donc il y a un sens. Ça doit se mettre sur la face avant et la face arrière. Donc les pieds, ils vont comme ça. Donc forcément, les pieds sont symétriques. Donc il y a un sens. Ça, c'est un pied gauche. Ça, c'est un pied droit. On ne peut pas se tromper, hein, on ne peut pas les inverser. C'est pas grave. Et donc, normalement, d'après le manuel, il faut 2 vis de M5 par 8. Ça, on en a. Et une vis de M5 par 25. Donc là, on va utiliser une vis de M5 par 15. Donc par exemple, pour le pied ici, dans le trou où il y a le petit trou rectangulaire, ici on va rien mettre. La grande vis M5 par 15, elle va aller là. Elle va aller se visser là-dedans. Et les petites vis M8, elles vont ici et là. Donc je vais commencer par la M15 par exemple. Je la mets là. Ça me permet de commencer facilement parce que le trou n'est pas très visible. Donc je préfère commencer par ça. Là. Et ensuite, la M8, elle va là. Moi, j'ai toujours du mal avec les toutes petites vis, parce que j'ai des gros doigts, et je ne suis pas très adroit. Voilà. Quant à la troisième vis, c'est aussi une M8, et elle va de ce côté. Comme ça. Voilà, et on fait ça 4 fois. Bon, l'étape suivante, ça consiste à installer les courroies qui vont permettre de déplacer cet axe. Donc on a 2 courroies, une de chaque côté. Les courroies, elles vont aller donc là-dedans, elles vont passer sur les petites poulies qui se trouvent là. Donc c'est pas une courroie qui tourne, hein, c'est une courroie fixe. Elle va s'enfiler d'abord dans ce rail ici et on va la passer par le trou du pied, voilà, comme ça. Et on va fixer la courroie avec une vis M5 par 8 accompagnée d'une rondelle. Donc je place les deux ici et je la mets là. Et là, la courroie, elle est fixée. Voilà, alors attention, il y a un sens, parce que la courroie, elle est crantée, il faut mettre les dents dessous. Donc maintenant, je vais placer ma courroie dans le rail. La courroie va commencer par passer en dessous de ce galet, comme ça. Et là, je vous invite à prendre une petite clé Allen pour aller la chercher, cette courroie, parce qu'il va falloir la remonter, comme ça. Ensuite, elle va passer sur cette poulie. Et en fait, c'est cette poulie qui, en tournant, va faire se déplacer cet axe. Voilà. Et ensuite, la poulie repasse sous le galet qui se trouve derrière ici. Donc c'est toujours une petite gymnastique. Le mieux, c'est de reculer le bras et de laisser passer la courroie. Il faut faire attention à ni la plier ni la coincer. Et bien sûr, à toujours la garder dans le bon sens. Et maintenant, regardez, si je tends la courroie, vous allez voir que si je déplace l'axe, c'est la poulie qui tourne. Donc vous pouvez très bien imaginer que quand la poulie tourne, l'axe se déplace.
Donc j'ai placé ma courroie de ce côté-ci, elle passe par là dans le cheminement que je vous ai montré, et je ne la fixe pas encore de l'autre côté, pour l'instant je la laisse libre. Je vais d'abord m'occuper de monter la courroie de ce côté-ci. Donc c'est exactement le même principe. Voilà, j'ai encore une fois retourné la machine, donc ici on est à l'arrière. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reculer l'axe X au maximum. Voilà, jusqu'à ce qu'il soit embuté des deux côtés. Et une fois qu'il est embuté des deux côtés, je sais qu'il est perpendiculaire à l'axe Y. Et donc je vais pouvoir fixer les courroies pour pouvoir fixer définitivement l'axe X. J'ai prémonté la vis de maintien de la courroie. Pour l'instant, elle n'est pas serrée. Donc je peux encore tirer dessus. Donc je vérifie que mon chariot est complètement plaqué ici. Et tout en le plaquant, je vais tirer la courroie. Je la maintiens comme ça. Et maintenant, je peux visser ma vis. La courroie est bloquée. Et du coup, l'axe X, il est positionné de ce côté-là. Même chose de ce côté-là. Je pousse mon axe au maximum. Je tends la courroie. Et tout en maintenant les deux, comme ça, je serre la vis. Je serre, j'ai pas dit je desserre. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à quelque chose. On va mettre en place maintenant le boîtier de commande. Donc lui, il va passer par là, je pense. Comme ça. Et donc ici, on a 3 trous qui correspondent à 3 vis. Ces 3 vis, c'est les M5 par 40 qu'on va enfiler ici. On va maintenant monter la tête de laser. Alors avant de la monter, je vais vous en parler un petit peu. C'est une tête de 30 watts, ça je l'ai déjà dit. Elle est énorme, ça aussi je l'ai déjà dit. Elle est fixée par un système que j'aime bien. C'est un système à queue d'aronde ici qui vient s'enfiler là-dedans. Avec un petit levier ici qui permet de verrouiller la position en hauteur. Et on a une pige qui est intégrée à la tête pour pouvoir régler la focale. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. On fera des tests tout à l'heure. L'idée pour la monter, c'est très simple. On la met là. On verrouille avec la petite pige ici. Et voilà. Et pour le câblage, on a la partie électrique ici avec un détrompeur. Donc ça se branche sur le dessus de la tête ici. Et on a la partie pneumatique qui vient s'enfiler là-dedans. Il suffit de l'enfoncer, c'est verrouillé. Pour l'enlever, il faut appuyer sur la petite bague bleue. C'est pas forcément simple. Et tirer. Voilà. C'est un système pneumatique classique. Voilà, la machine est quasiment montée, il ne reste pas grand chose. Il reste quoi? La pompe à air et l'alimentation, c'est tout. Le montage en tant que tel, mécaniquement parlant, il est fait. Et vous avez vu, on n'a fait qu'utiliser un tournevis. Maintenant que j'y pense, je ne sais même pas pourquoi le fabricant a fourni des clés Allen. Mais bon, on verra peut-être ça plus tard, je ne sais pas. Au niveau du câblage électrique, c'est pas mal. Alors, au niveau de l'axe X, il est déjà prémonté. Donc, vous voyez, on n'a pas de câble qui traîne. Ça, c'est très bien, j'apprécie. Il aurait fallu idéalement un chemin de câble pour l'axe X, parce que vous voyez, quand je rapproche la machine, la tête laser vers l'avant, on a ce truc qui pend, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas très grave. Et finalement, une fois le montage fait, il nous reste quelques vis qui sont exactement celles qui étaient dans le sachet de pièces de rechange. Donc l'erreur était bien dans le manuel, donc je vais remonter ça au fabricant. Alors au niveau de la pompe à air, j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr, d'avoir une bonne nouvelle. On a une pompe à air qui est manuelle. On peut aller de 0 à max. Ok, donc on a un interrupteur marche-arrêt et ensuite on règle la puissance ici. La sortie d'air ici et la lime ici. La bonne nouvelle, c'est que l'alimentation électrique de la pompe, elle se branche non pas sur une lime, mais sur le boîtier de commande, ici, sur le côté. Et ça veut peut-être dire que la pompe à air est pilotée par la machine. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la possibilité d'alimenter la pompe à air pendant les découpes et de ne pas l'alimenter pendant les gravures. Et ça, c'est pas mal. Et surtout, ça va vous permettre de ne pas oublier de la mettre en route, comme ça m'arrive tout le temps.
Et donc la pompe va produire un flux d'air qui va sortir par ce tuyau que je suis en train de mettre en place. Voilà. Et ce tuyau, on va le raccorder à la machine. Donc le tuyau est déjà câblé, il va arriver sur la tête de laser et il va souffler pour expulser l'air chaud et les petites particules brûlées de là où se trouve le laser, pour améliorer les découpes et les gravures. Mais surtout les découpes en fait. Donc ça évidemment, il ne va pas falloir le laisser sur la trajectoire du laser. Et vous voyez là mon établi qui fait 80 cm de large. Il est à peine assez large pour mettre la machine du côté le plus étroit qu'elle est et j'ai pas la place pour poser la pompe à air. Donc il va falloir trouver une solution. Pour vous, si cette machine vous intéresse, prévoyez une très grande table. Il reste l'alimentation électrique. Alors l'alimentation électrique, elle ressemble à une alim d'ordinateur portable. Attention, le câble n'est pas très long. Je dois avoir ici, mettons, 1 mètre. Je peux le mesurer avec la machine. Ouais, un peu plus, ouais, à peu près 1 mètre. Et de l'autre côté, le câble électrique qui fait à peine 1 mètre aussi. Donc il n'y a pas bien long, hein. Alors l'alimentation, elle vient se brancher sur le dessus du boîtier de commande. Au passage, c'est du 24 volts, ce qui n'est pas étonnant étant donné qu'on va demander pas mal de puissance avec un laser de 30 watts. Et en plus, il faut alimenter les moteurs et la pompe à air. Je trouve dommage de mettre les prises sur le dessus du boîtier de commande. J'aurais largement préféré les avoir sur le côté ici. Non pas qu'elles gênent. Si vous voulez, si on veut accéder par exemple à l'arrêt d'urgence qui se trouve ici, ça ne gêne pas les fils. Mais bon, si dans la précipitation on les accroche, on peut les abîmer et je trouve ça dommage. D'autant plus qu'il n'y en a pas qu'un. Là, il y a l'alimentation et ici, on a le câble USB. C'est une prise type imprimante, donc les grosses prises USB, type A, je crois, je ne sais plus, peu importe. Et donc ces deux câbles-là, ils sont sur le dessus et en plus, ils vont traîner, c'est pas esthétique, quoi. Je trouve pas ça terrible. Puisqu'on en est à parler du boîtier de commande, on a aussi ici une prise micro SD qui va permettre probablement de graver avec la machine sans ordinateur, et ça c'est bien dans un atelier poussiéreux. Et ici, on a une prise pour un écran. Là, pour le coup, c'est une option intéressante pour un atelier poussiéreux, ça permet de se passer d'ordinateur. Ce qui est dommage, c'est que si vous ne l'utilisez pas, vous n'avez pas de cache ici. Du coup, la poussière va rentrer dedans, ça c'est certain, surtout dans mon atelier, donc c'est pas terrible. On a un voyant d'alarme, on verra tout à l'heure à quoi il sert, parce que pour l'instant, j'en sais rien. Un bouton d'arrêt d'urgence qu'il faut ensuite réarmer pour relancer la machine, et un interrupteur marche-arrêt. Mais c'est pas tout. Sur ce boîtier de commande, il y a pas mal de choses. Donc là, on était sur le dessus, maintenant on est sur le devant. Donc on a ici un bouton reset pour faire un reset, et ici un verrouillage de sécurité à clé. Les clés sont fournies, bien évidemment. Alors, c'est symbolique hein, comme verrouillage. C'est des mini-clés de valise, là. Mais ça suffit pour éviter que les enfants, et les adultes d'ailleurs, qui ne savent pas se servir de la machine, se fassent mal aux yeux de manière irréversible. Et c'est pas fini. Du coup, maintenant, on est sur le côté droit du boîtier de commande. Il y a ici une prise pour alimenter l'Air Assist. Ça, je vous en ai déjà parlé. Mais on a aussi une prise pour alimenter un ventilateur, une porte de sécurité, et on a une sortie 24 volts ici. Tout ça sert probablement à alimenter un boîtier de protection avec un extracteur de fumée, c'est pour ça qu'il y a un ventilateur, et qui comprend une sécurité sur la porte qui permet d'arrêter le laser quand on ouvre la porte, tout simplement. Donc ça, c'est une option que j'ai pas. Donc par contre, parmi les options que j'ai, je ne sais pas si c'est une option, mais si c'en est pas une, c'est une très bonne nouvelle. La pompe à air, c'est indispensable, même si je l'enlève maintenant pour faire un petit peu de place. J'enlève aussi l'alimentation électrique. Pourquoi j'ai besoin de place? Et bien tout simplement pour ça. Parmi les options, il y a un lit en nid d'abeille adapté aux dimensions de travail de la machine, c'est-à-dire que ce nid d'abeille fait plus de 60 cm de côté. Donc ça, c'est excellent. Il y a dessous, évidemment, une petite plaque de protection qui est adaptée. Enfin, quand je dis petite, c'est façon de parler, hein. Ça, c'est petit. Voilà, c'est quelque chose qui ressemble à ça, sauf que ça fait 61 cm de côté. Il va falloir enlever le plastique de protection bleu qui est dessus, évidemment, avant de graver, sinon ça va fumer, ça va puer. Mais voilà, donc la machine est opérationnelle et ça c'est génial. Voilà, ça c'est fait. Bon, tant que j'en suis là, le lit en nid d'abeille, là, il est fourni avec des petits picots comme ça qui permettent de placer les pièces directement sur le nid d'abeille et de les fixer. Des petites protections dans les angles, qui ne servent pas à grand chose à mon avis, et des patins antidérapants qui seront bien plus utiles. Bon, j'ai installé la machine avec l'ordinateur, tant bien que mal, parce que vous voyez, la machine dépasse de l'établi des deux côtés.
Dans ce sens, en la tournant de 90 degrés, elle rentre. Par contre, j'ai une contrainte, c'est que les fiches sont ici et les prises sont là-bas vers le mur. Donc j'ai pas le choix, il faut que je mette la machine dans ce sens. Bon, maintenant je vais relier Lightburn et la machine ensemble. On pourrait utiliser Laser GRBL, mais moi j'ai l'habitude d'utiliser Lightburn parce que c'est un logiciel certes payant, mais qui apporte énormément d'avantages pour un surcoût pas très gros. Donc en gros, la licence c'est 60 € et c'est à vie. Voilà, donc pour pouvoir connecter la machine, on clique sur Appareil ici. Et là, on a une option Trouver mon laser. Alors cette option-là, elle ne fonctionne pas avec le Mecpo, en tout cas pas avec ce modèle. C'est peut-être parce que ce modèle que j'ai reçu, c'est une pré-série. Il n'est pas en vente au moment où je l'ai reçu et au moment du tournage. Mais peut-être que si vous l'achetez et que vous cliquez sur ce bouton, vous allez trouver votre machine. Je ne sais pas quels sont les accords entre Mecpo et Lightburn. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on peut le créer manuellement. Donc il suffit de cliquer ici. On choisit GRBL, le format standard. Connexion série USB. Et ensuite, on donne un nom à la machine. Alors moi, je vais l'appeler Mecpo X5 Pro, puisque c'est comme ça qu'elle s'intitule. Et je mets les dimensions de la zone de travail. Alors ici, habituellement, on met 400 ou 450 mm. Et là, pour la première fois, ça sera du 600 par 600. Ensuite, je mets l'origine du laser avant gauche. Ça, c'est standard, puis j'aime bien. Et je laisse l'option « Voulez-vous autoguider votre laser au démarrage ?» puisque le laser est équipé de fin de course. Donc cette option-là, elle est bien pratique. On a maintenant un résumé. Donc GRBL, port série, Mecpo X5 Pro, les dimensions sont bonnes, l'origine aussi. C'est tout bon, je finis. Maintenant, je vois que dans ma liste de lasers, j'ai la Mecpo. Je vais la prendre, je vais la définir par défaut. Vous n'aurez certainement pas besoin de le faire. Mais pour moi, ça sera pratique parce que quand je vais démarrer l'application les prochaines fois, c'est ce laser-là qui sera sélectionné. Et là, je fais OK. Bon, maintenant, on se retrouve dans la situation où Lightburn est démarré. Il connaît le laser, mais il n'est pas encore connecté. Vous voyez, il est ici. Il faut ici choisir un port. Mais j'en ai pas. Pourquoi? Parce que la machine n'est pas démarrée. Je vais donc la démarrer pour qu'elle soit détectée sur le port USB. Et là, vous voyez, si je démarre, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord la sécurité à clé. Donc je vais l'activer. À ce moment-là, vous entendez le ventilateur du laser qui tourne. Premier inconvénient, ce ventilateur, il ne s'arrête pas. Donc c'est un petit peu bruyant, c'est pas très grave. Et là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, le bouton d'arrêt d'urgence est enclenché. Donc faites attention, c'est un petit piège. S'il est enfoncé, vous n'irez pas plus loin. Si je l'ouvre, la machine est détectée et elle s'initialise. Donc si je retourne maintenant dans Lightburn, je vois un nouveau port, le COM3, que je vais sélectionner. Et à partir de là, maintenant, je vais pouvoir déplacer la machine à partir d'ici. Je la commande à partir de l'ordinateur. Je peux redéfinir l'origine ici. Etc. Alors, je ne vais pas vous faire un tuto de Lightburn, mais je vais vous montrer quand même les premiers réglages à faire quand vous l'installez. La première chose, c'est de passer dans les paramètres généraux. Alors, les paramètres généraux, c'est pour toutes les machines. Ça se passe ici. Et la première chose à faire, c'est qu'il faut définir les distances en millimètres et les vitesses en millimètres par minute. Je crois que par défaut, je ne suis pas sûr, c'est en millimètres par seconde. Ça, c'est adapté pour les lasers CO2 qui sont bien plus rapides. Mais nous, on va utiliser des lasers à diode, donc on prend millimètres par minute. Voilà, c'est tout pour les réglages généraux. Et pour les réglages particuliers à la machine, on clique là-dessus. Et alors là, vous n'aurez peut-être pas besoin de le faire vous, mais moi, j'ai besoin d'ouvrir la fenêtre un peu plus. Je pense que c'est lié à la résolution de mon écran. Et là, j'ai des commandes qu'on ne voyait pas avant. Commande pneumatique, ça permet de commander la pompe à air. La pompe est commandée par défaut avec la commande M8. La notice demande de passer en M7. Mais si je fais ça, vous voyez, j'ai une petite pop-up qui me dit « Attention, la commande M7 n'est pas valable dans GRBL par défaut. » Ça peut engendrer des erreurs. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites? Ben oui, vous êtes sûr parce que vous avez lu la doc. La pompe à air, vous voyez, je la mets en route et elle ne se met pas en route. Je la mets à fond et c'est tout. Puis je la repose et c'est fini, je m'en occupe plus. Étant donné qu'elle est reliée de ce côté-là sur la machine, c'est la machine qui va la piloter à travers Lightburn. Je vous montre, par exemple, si je vais dans cet onglet ici, il y a une console où je peux passer des commandes directement. Je vais taper la commande M7. Et vous entendez la pompe qui se met en route. Et si je tape maintenant M9,
elle va s'arrêter. Donc la commande M7, c'est bien la bonne commande. Alors à quoi ça sert ça? Eh bien imaginez une pièce que je voudrais découper. Donc je mets une découpe comme ceci, que je mets dans une couche. Et puis, dans ce cadre, je voudrais un truc à graver, par exemple ce cercle. Et ce cercle, je le mets dans une autre couche. Ça va me donner ça. Je vais vouloir graver le rond plein et ensuite découper le carré. Ça n'a pas de sens, mais c'est pour l'exemple. Donc déjà, la première chose, c'est qu'on va d'abord graver et ensuite couper. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que par exemple, pour la gravure, je vais ne pas demander l'assistance d'air, et pour la découpe, je vais la demander. C'est ce qu'on fait en général. L'assistance d'air, elle aide beaucoup pour les découpes. Pour la gravure, ça peut servir, mais il ne faut pas la mettre trop fort, donc vous pouvez décider par exemple de ne pas l'utiliser. En revanche, pour les découpes, c'est vraiment recommandé parce que le souffle va éliminer toutes les petites scories et aussi et surtout d'ailleurs les fumées brûlantes qui vont rester autour du laser et c'est celles-là qui font les traces de brûlé autour du trait qui est bien net. C'est quand même dommage. L'intérêt de le commander directement par le logiciel, eh ben, ça vous permet déjà de ne pas oublier de le mettre en route. Moi, ça m'arrive souvent. Et ça vous permet aussi de ne pas avoir à gérer pour un même objet où vous avez de la gravure et de la découpe si vous décidez de le mettre et de ne pas le mettre. En revanche, sur ce modèle de machine, le réglage de la puissance ne se fait pas par Lightburn. Il faut utiliser le potentiomètre qui se trouve sur la pompe. Vous pouvez, avec ce potentiomètre, régler le débit d'air, mais vous ne pouvez pas le faire automatiquement, en tout cas pas que je sache. Voilà, les paramètres sont faits. Maintenant, je vais déjà arrêter la machine pour pouvoir parler sans avoir trop de bruit inutile. Cette machine, elle est immense. Et le problème, c'est que si elle n'est pas rapide, ça va être un peu pénible. Donc on va faire des tests de vitesse. Je vais faire 2 tests de vitesse. Ces 2 tests, je les passe systématiquement sur toutes les machines. Comme ça, si vous avez un modèle qui vous intéresse, vous pourrez comparer concrètement quelle machine est la plus rapide. Donc le premier test de vitesse, évidemment, je ne vais pas activer le laser, c'est juste un test de déplacement. Je vais demander à la machine de faire un carré de 25 cm de côté et d'en faire le tour 10 fois. À partir du moment où elle aura fait 10 fois 4 fois 25 cm, elle aura parcouru 10 mètres. L'intérêt de ce test, c'est qu'on va valider que la machine se déplace sur un seul axe, sans axe interpolé, c'est-à-dire qu'elle va en piloter qu'un seul à la fois. Elle va s'arrêter pour repartir dans l'autre sens, repartir dans l'autre sens, repartir dans l'autre sens. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça demande plus de temps de faire ça, parce qu'il faut accélérer, aller vite, ralentir, repartir, etc. Et donc, je vais sortir un chrono. Je vais démarrer la machine. Et je vais lancer la machine en même temps que le chrono. C'est parti. Bon, là, c'est simple. Elle a mis presque 1 minute. Donc, elle a fait environ 10 000 mm par minute. Maintenant, je vais demander à la machine de parcourir le tour d'un cercle de 31,83 cm de diamètre. Pourquoi ça? Parce que ça fait un périmètre d'à peu près 1 mètre, à rien du tout près. Et donc, je vais lui demander de faire le tour 10 fois. Donc, ça sera la même distance, 10 mètres. Et on va voir combien de temps elle va prendre. L'intérêt de ce test-là, c'est de synchroniser les axes maintenant. Le but, ça ne va pas être d'aller à fond, de s'arrêter et de repartir dans l'autre sens, mais bien à chaque fois utiliser 2 axes en même temps sans jamais s'arrêter. Et on va voir ce que ça va donner. Je prépare mon chrono et je démarre le programme. « 46 secondes. Franchement, c'est pas mal. Bon, c'est bien gentil les tests de rapidité, mais ça suffit pas. La machine fait 30 watts, elle doit déboîter. Alors je vais directement tester le juge de paix. Le juge de paix, c'est ce bout de bois, un bout de bois dense. Je ne sais pas quelle est la matière, mais en tout cas, j'utilise toujours le même morceau pour tester tous les lasers. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de découper les 18 et quelques millimètres qui sont là en moins de passes possible à puissance maximale. Ça va être rigolo ça, on va voir ce que ça donne. Donc, je le mets en place sur la pétoire. Et il ne faut pas oublier qu'il faut faire la focale de la machine. Alors, pour la focale, on descend la pige. On débraye la tête. Évidemment, on la met au-dessus de la pièce à découper.
On descend jusqu'à être en contact. On resserre. Et c'est fini. Voilà. Voilà, je démarre la pétoire. Je la laisse s'initialiser. Et je vais lui demander d'aller se placer au-dessus de la trajectoire. Voilà. Donc il faut que je place mon bout de bois par là. Alors, avant de faire le test, évidemment, il va falloir que je modifie les caractéristiques de déplacement ici. Je vais faire un déplacement à 150 mm par minute, c'est ce que je fais d'habitude. Et je vais mettre une puissance de 100%. Et je vais commencer par faire 2 passages. Là, avec la pompe à air, hein, la fumée est bien évacuée. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et voilà, 2 passes. Et c'est découpé. Il reste quelques fibres à peine. Franchement, vous voyez, hein, l'air assist, ça améliore les découpes. Pardon, je ne sais pas si c'est net. Voilà, là c'est sûr. Ça ira mieux. L'air assist améliore les découpes. Et franchement, vous voyez, j'ai à peine de noir sur les doigts là. Ça laisse pas beaucoup de cendres. Hein. Donc c'est vraiment agréable. Et 30 watts, c'est un vrai confort. Vous voyez, là, il y a plus de 18 mm d'épaisseur dans un bois relativement dur. Et la machine n'a aucun problème. Je valide. Bon, la machine semble avoir des caractéristiques très correctes, donc je vais faire un test pratique. Je vais essayer de découper un panneau qui fait environ 60 cm de haut par 30 cm de large. Donc ça passe pas dans la plupart des machines à découper laser. Ici, ça passe, a priori. Je vais découper ce panneau dans une planche d'aggloméré. Alors l'aggloméré, c'est un mélange de colle et de sueur, donc forcément, ça ne va pas sentir très bon, et ce que je vais sentir ne va pas être bon pour la santé. Je n'ai pas de système d'extraction des fumées, donc ce que je vais faire, et vous m'en excuserez par avance, je vais ouvrir les 2 portes du garage pour faire un courant d'air, ce qui veut dire que bon, dehors, il y a beaucoup de vent et il pleut, et vous l'entendrez peut-être. Je verrai si je peux arranger ça en post-prod, sinon vous saurez d'où vient le bruit que peut-être vous entendrez. Donc je vais commencer par démarrer la machine. La première chose à faire, une fois que la machine est initialisée, c'est de cadrer pour savoir si le laser va passer dans la grille de découpe et non pas dessus ou à côté. Ça serait quand même dommage. Donc pour ça, il y a une option sympa aussi dans Lightburn, et ça c'est dans les caractéristiques de la machine. On peut activer le bouton de déclenchement du laser, c'est une option qui par défaut n'est pas active, qui est extrêmement dangereuse avec un laser CO2, c'est pour ça que c'est pas actif. Mais avec nos lasers à diode, on peut le faire, ils sont moins puissants. Et surtout, une fois qu'on a fait ça, on a l'option d'activer le laser quand on fait le framing, c'est-à-dire quand on fait le contour de la pièce. Donc ça, je vais l'activer aussi. À partir de là, quand je vais dans l'onglet qui permet de déplacer la machine, je vois que j'ai un bouton déclenché pour le laser ici. Et regardez, je vais placer mon laser là, par exemple. Je vais dire que je veux une puissance de 0,2%. Ça suffira largement pour voir la lumière sans que ce soit dangereux. Et je déclenche. Donc là, je la vois à peine. Je vais augmenter un peu, je vais monter à 0,4. Voilà, on la voit mieux. Et donc maintenant, si je demande de cadrer, la machine va afficher le laser. Et là, je vois précisément où est-ce qu'on passe. Comme à chaque fois avec un laser, quand vous utilisez un nouveau matériau, il faut faire des essais. Donc j'en ai fait 2. Le premier que vous pouvez voir qui n'est pas beau, là, j'ai oublié de faire la focale. Donc vous voyez que la focale, c'est important. Ici, j'ai réussi à la faire. Le but du test, c'était de découper des carrés à différentes vitesses et toujours à 100% de puissance, entre 100 mm par minute ici et 200 mm par minute ici. Donc ici, on était à 100, 125, 150, c'est la valeur que je vais retenir, 175 et 200. À 175 mm par minute, le bout de bois là est quasiment détaché, il reste quelques fibres. Mais je ne vais pas m'embêter, je préfère aller à une vitesse un petit peu moins vite et être certain de découper. Donc je vais retenir la valeur de 150 mm par minute. Notez que ça ne sert à rien d'aller moins vite, au contraire, vous voyez des traces de brûlure ici.
qu'on n'a pas ici. Donc ça, c'est lié au fait que ça chauffe trop fort et qu'on ne se déplace pas assez vite, malgré l'assistance d'air. Alors comme je viens de le dire, la focale, c'est important. Donc pour la régler, c'est très simple. Je vais descendre la pige ici. Je vais desserrer ici. Je laisse descendre la tête. Elle est en contact. Je serre. Je remonte la pige. Et c'est fini. C'est à la fois rapide et précis. Voilà, le panneau que je vais découper, il est représenté ici. Moi, je le trouve plutôt sympa. Alors, ça va être un petit peu long, je pense, à découper. On va voir ça. Je le sélectionne. Je vais passer dans l'onglet découpe et décalque. Alors, on va passer à 150 mm par minute déjà pour cette couche-là. Pour 100% de puissance, 2 passes. J'active la pompe à air et je reste en mode puissance constante. Cette option-là, en général, on la désactive pour les gravures et on l'active pour les découpes. Maintenant, je vais passer ici et je vois qu'il faut 3 heures pour faire les 2 passes. Alors, j'ai pas le temps ce soir de passer 3 heures là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer une seule passe. Voilà. Et je vais utiliser le fait que j'ai un autoguidage pour pouvoir réétalonner la machine, pour pouvoir faire une passe ce soir et une autre passe demain. C'est tout l'intérêt des fins de course, ça. Je profite d'avoir des fins de course et en plus de ça, ça va me permettre de vérifier la répétabilité de cette machine, c'est-à-dire le fait qu'elle repasse bien au même endroit quand on lui dit de faire 2 fois la même chose. Je vais l'initialiser. Je vais vérifier que je grave bien sur la plaque. Alors, on est un peu trop sur le bord gauche à mon goût. Donc, je vais décaler un petit peu directement sur la machine. Comme ça. Et je refais un cadrage. Voilà, là, ça me plaît mieux. Au niveau du temps, on a 1h30. Donc, la moitié de 3 heures, c'est cohérent. J'ouvre la porte pour faire mon courant d'air. Je mets les lunettes et je démarre. Alors, pourquoi j'ai arrêté la découpe? Tout simplement parce que tout est dans une seule couche, à la fois le cadre et les motifs. Et ça, c'est pas bon. Il faut absolument que les motifs soient découpés avant le cadre. Pourquoi? Parce que si le cadre est découpé, toute la pièce va se décaler un petit peu, peut-être, descendre un petit peu. Ça veut dire qu'elle va à la fois bouger et la focale va être modifiée un petit peu. Pas grand-chose, mais un petit peu. Donc, pour éviter ça, il faut que je m'assure que le cadre soit découpé en dernier. Pour ça, je sélectionne tout. Je dégroupe tout. Voilà, donc chaque élément maintenant est indépendant. Si je sélectionne celui-là, j'aurai que celui-là. Et je vais donc sélectionner uniquement le cadre et je vais le mettre dans un nouveau calque. Ce calque, pour éviter de me tromper, je vais l'appeler cadre. Et il ne contient que le cadre. Vous voyez, si je coupe toutes les sorties et que je n'affiche que le cadre, je n'ai que le cadre. Et si j'affiche l'autre couche, je n'ai que les motifs. Donc déjà, ici, pareil. Ce truc-là, je vais l'appeler motif. Maintenant, la nouvelle couche, il faut que je lui dise que je veux faire de la découpe aussi. Donc je vais lui mettre les mêmes caractéristiques que la première couche, à savoir 150 mm par minute, une puissance de 100%, un mode d'énergie constant, un mode ligne et l'assistance d'air. Et un seul passage. Maintenant, j'ai bien mes 2 couches et le logiciel va d'abord découper la première couche, faire une seule passe et ensuite faire la deuxième couche. Et s'il y en avait d'autres, ainsi de suite, ça continuerait comme ça. Donc là, on va d'abord découper les motifs et ensuite découper le cadre. Comme j'ai appuyé sur l'arrêt d'urgence, il faut que je le libère, il ne faut pas que j'oublie. Et il faut que je réinitialise la machine. Et maintenant, je peux reprendre la découpe.
Voilà, pour enlever les morceaux, je suis obligé de taper un peu dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeu. Mais ça se fait. Et voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa, c'est même vachement bien pour pouvoir faire, par exemple, comme je le disais, un petit habillage de porte très sympathique. Il y a encore ici, par exemple, vous voyez, ça c'est le fond, en fait, de ce côté-là. On a encore quelques fibres qui n'ont pas été vraiment bien découpées. C'est vraiment les derniers dixièmes. Donc, j'ai dû forcer un petit peu pour enlever certains morceaux. Mais vous voyez la finesse des petits bouts, j'ai rien cassé. Donc vraiment, il ne manquait pas grand-chose. Allez, on passe au bilan. Alors pour ce bilan, je vais évidemment commencer par la surface de travail qui est énorme et c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Pourquoi un inconvénient? Parce que c'est pas pratique sur une table classique ou sur un petit bureau. Et une fois que vous avez fini d'utiliser la machine, elle est quand même encombrante. Et l'avantage, évidemment, c'est la surface de travail que ça propose. La machine est fournie sans carte SD, donc ça veut dire que vous n'aurez pas de fichier test pour essayer la machine au déballage. Il n'y a pas non plus de tableau de correspondance des matériaux à portée de main dans le PC, mais ça c'est pas très grave parce que la notice, qui est d'ailleurs en français, elle suffit pour le montage et le tableau de correspondance des matériaux, il se trouve dedans, et de toute façon ce tableau de correspondance, ce ne sont que des approximations. À vous de faire vos tests sur vos matériaux pour trouver vos préférences en termes de puissance et de vitesse de coupe. Et puis évidemment, il n'y a pas non plus de vidéo de montage tuto sur la carte SD, mais ça c'est pas grave puisque je vous en ai fait une. Concernant le réglage de la focale, le fait d'avoir une pige intégrée, c'est très pratique, ça on le savait déjà, mais sur ce modèle c'est particulièrement vrai, parce qu'elle n'a pas tendance à redescendre, elle est aimantée et elle reste en place quand elle est en haut, et le système de serrage à levier, qui est presque un quart de tour, est très pratique à l'usage. C'est dommage, les moteurs pas à pas sont silencieux, mais on n'en profite pas à cause du ventilateur de la tête qui est beaucoup trop bruyant. Alors c'est un petit peu normal qu'il faille ventiler une tête de 30 watts, parce qu'il y a beaucoup de LED dedans et ça chauffe, mais quand même, la tête étant grosse, le constructeur avait peut-être la possibilité de mettre un ventilateur plus gros, avec des pales plus grandes, et donc qui tournerait moins vite et qui serait moins bruyant pour le même rendement. Un laser puissant comme celui-ci, c'est à privilégier pour les découpes. Alors évidemment, il sera à l'aise pour les gravures, bien sûr, mais sa puissance, elle est liée à une accumulation de diodes. Donc dans un laser de 5 watts, vous avez une diode, dans un laser de 10 watts, vous en avez deux, dans un laser de 30 watts, vous en avez 6. Les diodes émettent chacune un faisceau, et tous sont cumulés grâce à un jeu de prismes. Donc plus la puissance est grande, plus vous devez cumuler de faisceaux, et par conséquent, le faisceau en sortie de tête de laser est un petit peu plus gros qu'un faisceau de faible puissance. Donc un laser puissant sera beaucoup plus adapté pour les découpes, et un petit peu moins précis pour des gravures très très fines. Ici, dans ce cas-là, on a un faisceau de 1/10 de millimètre, c'est très correct pour une tête de 30 watts. Donc ce laser, il est très bien, parce qu'il cumule tous les avantages, il est puissant, donc il coupe fort. J'ai eu besoin que de 2 passes pour découper un aglo de 13 mm. Il en aurait peut-être fallu 3 ou 4 pour un laser de 20 watts, par exemple, sachant que l'aglo demande beaucoup d'énergie pour le découper. Et vous avez vu, pour la découpe que j'ai choisie, une passe, ça prend 1h30, donc moins de passes, c'est beaucoup de temps de gagner. D'autant plus qu'il vous faudra peut-être aussi avancer moins vite avec un laser moins puissant. C'est aussi l'avantage d'un laser puissant. On découpe plus vite et on grave plus vite. Et on peut facilement baisser la puissance et obtenir des bons résultats. Et ça c'est bien, parce qu'un laser pas utilisé tout le temps à 100% de puissance, il vieillira mieux. Pour en revenir aux avantages, donc ce laser il est puissant et il coupe fort, ça je l'ai dit, et il grave plus vite aussi forcément, et c'est d'autant mieux parce que si vous voulez graver une photo de 60 par 60 cm, ça vous prendra pas la semaine. Les prix des lasers changent tout le temps, en général j'en parle pas, mais si cette machine vous intéresse, elle va coûter 100 € moins cher sur le site Geekmaxi en mars. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et je vous mets aussi un code de réduction de 30 €, ce qui descend finalement le prix de cette machine, encore une fois en mars, à 769 € avec le code de réduction que je vous ai négocié. Après, ça va remonter aux alentours de 900 €. Je vous mets aussi un lien Amazon, là c'est un peu plus cher, mais vous avez un bon de réduction de 10% pour ce site. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, c'est tout pour cette fois. Il est maintenant temps de se quitter et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Bisous!